Bonjour à toutes et tous. Alors tout d'abord, on profite de cette occasion pour vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année. Je suis Julie Festini-Cromer, chargée de la relation entreprise pour l'assurance maladie des Côtes d'Armor. Je vais laisser ma collègue se présenter. Et donc moi, je suis, bonjour déjà, Maude Le Chevestrier, référente en prévention de la désinsertion professionnelle à l'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Et nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire régional qui est consacré à la prévention de la désinsertion professionnelle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, quelques informations pratiques. Micro et caméra sont coupés pendant toute la durée du webinaire. Vous pouvez en revanche poser vos questions sur le bouton questions-réponses de Zoom. Et un temps d'échange est prévu en fin de présentation pour y répondre. Il y aura aussi un questionnaire de satisfaction qui vous sera soumis à l'issue de ce webinaire. Le support ainsi que le replay, ils vous seront transmis dans les prochains jours. Et donc, nous allons démarrer ensemble pour une durée d'environ 45 minutes. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la prévention de la désinsertion professionnelle et surtout aux solutions qui existent pour accompagner vos salariés en arrêt de travail dans leur retour à l'emploi. Avant d'entrer dans le détail, il nous semblait important de poser le contexte. Aujourd'hui, on constate une augmentation significative des arrêts de travail de plus de 30 jours. Et chiffre marquant, une personne sur deux en arrêt depuis plus de 6 mois ne reprendra pas son activité professionnelle. Les maladies chroniques, elles concernent désormais un salarié sur 6, et on peut noter que l'allongement des carrières professionnelles augmente mécaniquement les risques de désinsertion. Et selon l'IGAS, donc l'Inspection générale des affaires sociales, entre 5 et 10% des salariés seront à court ou moyen terme exposés à un risque de désinsertion professionnelle, soit en raison de leur état de santé ou d'un handicap. Ça représente 1 à 2 millions de salariés en France. Donc tout cela, ça montre bien à quel point agir le plus précocement possible, c'est vraiment un levier essentiel, à la fois pour le salarié, bien sûr, l'assurance maladie, mais aussi pour vous, employeur. Donc plusieurs points vont structurer cette présentation. D'abord, la définition de la prévention de la désinsertion professionnelle, où on parle aussi de PDP en sigle, les acteurs qui gravitent autour, et nous verrons ensuite les différents dispositifs qui existent pendant l'arrêt de travail, mais aussi après l'arrêt de travail des salariés, et pour finir, comme je vous le disais, sur un temps d'échange. Et donc pour entrer dans le sujet, je vais laisser la parole à Maude, qui va donc vous présenter la définition de la désinsertion professionnelle. Alors oui, donc effectivement, avant toute chose, voir déjà de quoi l'on parle quand on parle de désinsertion professionnelle. Eh bien, la désinsertion professionnelle désigne la situation où un salarié se retrouve dans l'incapacité de poursuivre son activité de manière durable en raison de problèmes de santé, de handicap ou de difficultés personnelles. Alors, la prévention de la désinsertion professionnelle vise à éviter ces situations de rupture au moyen d'outils et de mesures d'accompagnement permettant de maintenir un travailleur en emploi ou de faciliter son retour à l'emploi après un arrêt de travail. Alors, en tant qu'assurance maladie, puisque c'est dans ce cadre-là que nous intervenons, on va intervenir donc dans le cadre de l'arrêt de travail, quand la situation de santé interroge les capacités à reprendre son activité professionnelle, donc. Alors, deux grands champs d'action en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, donc PDP, le maintien dans l'emploi, le maintien en emploi. Alors, l'objectif premier est bien de tout mettre en œuvre pour aider la personne à se maintenir à son poste, son emploi ou plus largement dans son entreprise. On va alors parler de maintien dans l'emploi. Malheureusement, pour certaines situations, ce maintien n'est pas possible, donc l'action vise, dans ce cas, à aider l'assuré à préparer une reconversion professionnelle en dehors de son entreprise initiale. On parle alors de maintien en emploi. Alors, comme l'indiquait Julie tout à l'heure, la clé en matière de PDP est de détecter et de permettre aux professionnels du maintien dans et en emploi d'intervenir le plus tôt possible. Alors, différents acteurs, différents partenaires interviennent en matière de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, un petit panel, histoire de vous dire un petit peu qui fait quoi dans ce cadre-là. Donc, au centre de tout, bien sûr, le salarié en arrêt de travail, parce qu'il faut qu'il soit engagé dans la démarche.
Puisque nous sommes dans un contexte d'arrêt de travail, le médecin traitant a un rôle essentiel, hein, puisqu'il est l'un des premiers à pouvoir repérer une fragilité professionnelle. Il peut d'ailleurs contacter le médecin du travail pour orienter son patient. Les services de prévention en santé au travail ont en effet un rôle central et déterminant, puisque contrairement aux médecins traitants et aux médecins conseils, le médecin du travail est le seul habilité à se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail. Il procède à l'étude de poste, il intervient directement dans le contexte de l'entreprise. Il peut faire des recommandations pour les aménagements de postes éventuels en vue d'une reprise. Nous l'évoquerons tout à l'heure avec Julie. Alors, interviennent également les partenaires spécialisés dans le domaine du handicap. Alors, on va avoir l'AGFIP qui, grâce à la gestion des fonds issus de l'obligation d'emploi, propose une offre à la fois financière et technique et de manière stratégique en fait et globale pour les personnes porteuses de handicap et pour les entreprises. On va avoir Cap Emploi qui propose un accompagnement global sur mesure pour les personnes encore en situation de handicap. Donc c'est un partenaire expert pour les employeurs également en matière de recrutement, d'intégration, d'adaptation de postes. Ils vont pouvoir mobiliser, hein, le cas échéant, des aides notamment de la GFIP ou d'autres partenaires. On va avoir la MDPH, donc Maison départementale pour les personnes handicapées, ou MDA, pardon, en fonction des départements, Maison départementale pour l'autonomie. Donc, elle est le guichet départemental centralisé pour les personnes donc en situation de handicap. Elle gère notamment toutes les demandes de prestations de compensation et la RQTH, dont vous avez sans doute entendu parler, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui permet d'accéder à certains financements spécifiques, notamment ceux proposés par la GFIP et des accompagnements tels que ceux proposés par Cap Emploi. Alors, ce n'est pas ici une liste exhaustive. Il y a notamment l'association Comet France, hein, qui accompagne les patients hospitalisés. On peut avoir l'assistance sociale de l'entreprise ou encore le référent handicap, hein, pour les entreprises qui ont plus de 250 salariés ou encore les établissements de réadaptation professionnelle, par exemple. Alors, il faut savoir que tous ces professionnels travaillent en interaction, notamment dans le cadre des cellules PDP, des services de prévention et de santé au travail, qui sont mises en œuvre depuis la loi de 2021 et qui assurent justement une interaction entre tout le monde, tous ces partenaires. L'assurance maladie fait partie de cette instance. Et je vais justement vous faire un petit focus sur notre rôle en tant qu'assurance maladie dans ce champ partenarial. On va avoir trois acteurs principaux en fait lorsqu'on parle d'arrêt de travail. L'objectif commun, hein, de nous trois en fait est bien de détecter au moment de l'arrêt de travail du coup les situations à risque et de proposer un accompagnement avant que des problèmes de santé ne conduisent à une inaptitude ou à une perte durable d'emploi pour le salarié. Alors, on va avoir le médecin conseil du service médical qui va évaluer la capacité de travail. Donc, il ne s'agit pas d'évaluer la capacité à reprendre une activité donnée, mais de savoir si la personne peut travailler et si l'état de santé est stabilisé. Lorsqu'il détecte une situation à risque, il la signale au médecin du travail qui, lui, évaluera l'aptitude au poste de travail. Alors, le médecin conseil peut également adresser un signalement au service social de l'assurance maladie, hein, qui, lui, va proposer aux assurés un accompagnement global et personnalisé. Alors, c'est l'interlocuteur repère pour les assurés en arrêt de travail, qui peut être sollicité par tous les partenaires, hein, précédemment cités, et les assurés eux-mêmes. Alors, après analyse de la situation, le service social va se mettre en lien avec les partenaires et mobiliser, si besoin, les dispositifs les plus adaptés. Enfin, la caisse primaire va gérer le volet administratif et financier des dispositifs et accompagne plus spécifiquement les employeurs. Donc, vous êtes en effet un maillon essentiel, hein, en matière de prévention de la désinsertion professionnelle. C'est pourquoi je laisse la main à Julie qui va vous expliquer de quelle manière vous pouvez agir. Merci Maude. Alors effectivement, en tant qu'employeur, vous avez vraiment un rôle clé dans la prévention de la désinsertion professionnelle de vos salariés. Ce rôle, il repose avant tout sur la prévention, mais aussi et surtout sur le dialogue avec le salarié.
Un dialogue régulier tout au long du parcours professionnel, excusez-moi, permettra de garder un lien avec votre salarié s'il doit se trouver en arrêt de travail. Il vous revient d'anticiper ces situations, d'adapter les conditions de travail lorsque cela est nécessaire et de mobiliser les ressources internes ou externes pour accompagner le salarié et préserver ce lien professionnel. Finalement, le dialogue, c'est souvent le premier levier de prévention de la désinsertion professionnelle. Alors concrètement, comment agir? Eh bien, vous pouvez orienter le salarié vers les acteurs de la PDP, dont Maud vient de vous parler, l'informer sur les dispositifs mobilisables pendant l'arrêt, qu'on va évoquer dans ce webinaire, et le soutenir dans ses démarches afin de favoriser vraiment un retour dans de bonnes conditions. C'est finalement une approche globale qui se prépare dès le recrutement et tout au long du parcours professionnel. C'est pour ça qu'on vous invite à communiquer les coordonnées du médecin du travail au salarié dès l'embauche, car c'est vraiment lui, le médecin du travail, en premier lieu, qui va permettre de proposer des pistes de solutions et mobiliser les professionnels spécialisés, comme Maud a un petit peu l'a évoqué à l'instant. Et pourquoi agir? Donc la PDP, c'est pas seulement une obligation légale, c'est aussi un impératif social finalement. En tant qu'employeur, vous avez une obligation légale en matière de santé et de sécurité au travail, et le Code du travail d'ailleurs vous impose de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, qu'elle soit physique ou mentale, de vos salariés. Au-delà de cet aspect réglementaire, agir en amont présente de nombreux bénéfices concrets pour vous, car prévenir la désinsertion professionnelle, c'est agir à la fois sur les performances de l'entreprise, la préservation des compétences et la santé de vos salariés. C'est vraiment une démarche bénéfique pour le salarié, mais aussi pour vous en tant qu'employeur. Donc la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est pas seulement répondre à une obligation, c'est vraiment faire le choix d'une entreprise plus performante, plus humaine et plus durable. Donc nous allons maintenant entrer dans le cœur du sujet en abordant les dispositifs, les différents dispositifs existants, et je vais redonner la parole à Maud. Alors merci Julie. Donc on va évoquer effectivement les actions qui peuvent être mobilisées pendant un arrêt de travail et on verra ensuite les actions qui peuvent être mobilisées à l'issue de l'arrêt de travail. Pardon. Alors en premier lieu, le rendez-vous de liaison. Puisque depuis la loi du 2 août 2021, il est demandé aux employeurs d'informer leurs salariés qu'ils peuvent solliciter un rendez-vous dit de liaison. Alors, c'est un temps d'échange qui n'est pas médical et qui peut être organisé lorsque l'arrêt de travail dure plus de 30 jours. Il permet de maintenir un lien entre vous, employeur, et votre salarié pendant un arrêt de travail plutôt de longue durée. Alors, l'objectif de ce rendez-vous est tout d'abord d'informer le salarié des mesures d'accompagnement et les dispositifs, dont il peut bénéficier afin de prévenir la désinsertion professionnelle. De l'orienter vers le médecin du travail pour une visite de pré-reprise que Julie évoquera juste après. Il est donc important de lui rappeler les coordonnées du service de prévention et de santé au travail à ce moment-là. Donc, il peut être également pertinent de l'informer du rôle du service social de l'assurance maladie que nous avons évoqué tout à l'heure, puisque c'est vraiment un interlocuteur important à retenir pour accompagner vos salariés en arrêt de travail. Donc, ils peuvent les contacter directement. Alors, le rendez-vous, il peut être proposé par l'employeur, mais il peut être également à l'initiative du salarié. Si le salarié accepte ou sollicite ce rendez-vous, l'employeur lui propose une date dans les 15 jours à partir de la demande et prévient le médecin du travail au moins 8 jours avant la date de tenue du rendez-vous. Le médecin du travail peut en effet y être associé en fonction des situations et mobiliser, si besoin, un partenaire de la PDP qu'on a évoqué tout à l'heure. L'échange, il peut se faire en présentiel, dans les locaux de l'entreprise ou à distance. Alors, à noter qu'il s'agit bien d'une proposition de votre part. Le salarié peut refuser d'y participer sans que cela n'entraîne aucune conséquence sur la situation professionnelle. On est sur un public en arrêt de travail qui peut avoir X raisons de décliner votre proposition. En tout cas, vous, il vous appartient de le proposer en fait. Alors, je laisse la main à Julie justement pour évoquer la visite de pré-reprise. Effectivement, on va parler de la visite de pré-reprise. C'est un outil clé pour vous pour faciliter le retour à l'emploi d'un salarié qui est en arrêt de travail. Son objectif, c'est vraiment d'anticiper la reprise et d'éviter une situation de désinsertion professionnelle.
Elle est réalisée par le médecin du travail ou par un infirmier en santé au travail et elle permet de repérer les salariés qui pourraient avoir un risque d'inaptitude ou de désinsertion, mais surtout de préparer au mieux leur retour à l'emploi. Le médecin du travail, il n'a pas systématiquement connaissance des arrêts de travail. Donc ça va être un moment privilégié pour échanger sur l'état de santé du salarié, ses capacités, et pour envisager concrètement des solutions, que ce soit des aménagements de poste, des adaptations d'horaires, voire même une réorientation professionnelle si c'est nécessaire. Pour autant, cette visite, elle n'implique pas une reprise de travail immédiate. À noter qu'elle concerne les salariés en arrêt de travail de plus de 30 jours, tout comme le rendez-vous de liaison, et elle est organisée pendant l'arrêt de travail. Elle peut être demandée par plusieurs acteurs. Le médecin traitant ou prescripteur de l'arrêt, le médecin du travail, le médecin conseil de l'assurance maladie ou le salarié lui-même. C'est pourquoi il est vraiment important en tant qu'employeur d'informer vos salariés qui peuvent eux-mêmes solliciter cette visite. Vous pouvez notamment parler lors du rendez-vous effectivement de liaison comme Maud le disait. Cette visite, elle reste pour autant facultative, mais vous l'aurez compris, elle est fortement encouragée, car elle permet d'anticiper les difficultés et de préparer le retour des salariés dans les meilleures conditions possibles, puisqu'elle va aider à identifier les freins éventuels à la reprise et surtout de mettre en place des solutions concrètes pour les lever. Enfin, point important, la visite de pré-reprise, elle ne remplace pas la visite médicale de reprise qui, elle, reste obligatoire dans les 8 jours qui suivent le retour effectif du salarié, notamment après un arrêt suite à une maladie professionnelle, un accident de travail d'au moins 30 jours ou arrêt maladie classique d'au moins 60 jours. Donc la visite de pré-reprise, c'est vraiment un outil d'anticipation qui est au service du salarié, mais aussi à votre service à vous, employeur. Dans la continuité de ce dispositif, il existe d'autres leviers mobilisables pendant l'arrêt de travail. Je redonne la parole à Maud pour vous en parler. Alors oui, merci Julie. Donc en effet, le Code de la sécurité sociale permet la mobilisation, d'autres dispositifs pendant un arrêt de travail, mais seulement sous certaines conditions qui sont cumulatives. Il faut d'abord que la personne présente un risque de désinsertion professionnelle, donc que sa situation de santé interroge la reprise de travail, comme on l'a évoqué jusqu'ici. Avoir l'accord de son médecin de soins, qui est le seul à savoir si la santé de son patient lui permet de faire une formation ou de mettre en œuvre une action pendant son arrêt de travail. Il faut que la personne perçoive des indemnités journalières pendant son arrêt de travail, puisque c'est à cette question que la Caisse primaire d'assurance maladie va répondre. Et enfin, et non des moindres, le médecin conseil doit donner son accord, puisqu'il est interrogé systématiquement sur la justification médicale de l'arrêt de travail pendant la prestation, donc du début à la fin. Si toutes ces conditions sont réunies, en fait, la décision est notifiée à l'assuré et en cas d'accord de sa part, l'employeur en est informé. Peut-être avez-vous déjà d'ailleurs reçu un courrier de ce genre. Sachez que dans ce cas, votre salarié a donné son accord pour vous prévenir, parce que ce n'est pas obligatoire. Alors, si toutes ces conditions sont encore réunies, plusieurs actions dites de remobilisation professionnelle peuvent être mobilisées. Pour vous citer quelques exemples, on va avoir le bilan de compétences qui est assez connu, en tout cas de réputation, qui fait le point sur les acquis, sur les connaissances et voir de quelle manière on peut se projeter d'un point de vue professionnel. On peut être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, un CEP, toujours pendant l'arrêt de travail. On peut faire une mise en situation professionnelle, donc un stage de découverte dans une autre entreprise. On peut faire une formation, une remise à niveau, toujours dans un délai quand même, enfin sur une durée assez courte, puisqu'on est sur un arrêt de travail quand même. On peut faire un essai encadré que j'évoquerai tout à l'heure. Donc, pour préciser, il ne s'agit pas là d'une liste exhaustive. D'autres prestations peuvent être mises en œuvre pendant un arrêt de travail en fonction des situations. Je pense notamment au dispositif breton Arpige qui propose un accompagnement aux personnes inaptes à tout poste dans leur entreprise. On peut le retrouver d'ailleurs sous d'autres appellations ou formes en fonction des régions. Alors, je vous ai évoqué très brièvement l'essai encadré. On va faire un petit focus sur ce sujet-là parce que c'est un dispositif clé en fait pour faciliter le retour à l'emploi d'un salarié en arrêt de travail. Il permet en effet de tester pendant son arrêt toujours la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé. Il peut s'agir d'évaluer sa capacité à reprendre son ancien poste,
et de tester si besoin un aménagement, d'envisager un nouveau poste de travail ou même préparer une reconversion professionnelle. Alors, il dure jusqu'à 14 jours, ouvrables et fractionnables. Ça peut être un jour sur deux, ça peut être par demi-journée. On est sur un 14 jours maximum, mais qui peut durer 28 jours si on est une journée sur deux. En tout cas, c'est très modulable. Il peut être renouvelé une fois, mais peut être mobilisé à plusieurs reprises si les objectifs sont différents. Si l'essai, par exemple, porte sur le poste initial, je vais y arriver, et que les conclusions ne sont pas favorables à une reprise, eh bien un autre poste peut par exemple être testé et on peut mettre en place encore un nouvel essai encadré. Alors un tuteur est nommé dans l'entreprise. Il accompagne le salarié de façon permanente ou partielle en fonction des besoins et de la disponibilité du tuteur. C'est une personne qui connaît l'activité et qui pourra restituer ses observations de terrain sur les tâches confiées. L'essai encadré peut avoir lieu dans l'entreprise d'origine ou dans une autre entreprise. Pendant un essai encadré, le salarié conserve son statut de salarié en arrêt de travail. Il reste indemnisé par l'assurance maladie, donc son contrat de travail est toujours suspendu. En tant qu'employeur, quel est votre rôle? Eh bien, vous validez les modalités et les objectifs de l'essai encadré, bien sûr, et vous désignez le tuteur. Vous êtes garant des conditions d'accueil de la personne bénéficiaire, notamment dans la préparation du collectif de travail. C'est important parce qu'on est sur une personne qui va revenir éventuellement sur son poste de travail, mais qui n'aura pas d'impératif de productivité, qui n'aura pas de salaire et qui n'est pas là dans un contexte de reprise de travail. Donc c'est important d'informer le collectif, les collègues, de la situation particulière de ce contexte, de cette mise en situation. Alors, les professionnels que nous avons cités tout à l'heure sont là pour vous appuyer, en premier lieu, le médecin du travail, bien sûr, parce que c'est lui qui va valider l'aptitude à laisser encadrer. Le service social de l'assurance maladie étant la porte d'entrée pour les demandes d'essais encadrés, s'assurera du bon déroulé de la démarche et accompagnera autant que de besoin le salarié. Alors, sachez qu'en cas d'accident du travail durant l'essai, l'entreprise d'accueil ne sera pas imputée. Il y a un code spécifique qui est prévu pour la déclaration d'accident du travail. À l'issue de l'essai encadré, un bilan est rédigé en lien avec le prescripteur. Il permettra d'identifier les conditions permettant une reprise d'activité sécurisée, sachant que la mise en œuvre d'un essai encadré n'implique pas nécessairement une reprise à l'issue. On est sur une évaluation pendant l'arrêt de travail. Donc, à cette occasion, pourront être préconisées une reprise, par exemple, à temps partiel thérapeutique ou une convention de rééducation professionnelle en entreprise que nous allons vous présenter maintenant. Merci Maud. Alors, en effet, on vient de vous présenter les dispositifs mobilisables pendant l'arrêt de travail. On va maintenant aborder les dispositifs possibles après l'arrêt de travail. En commençant par un dispositif que vous connaissez sûrement déjà, le temps partiel thérapeutique. Le temps partiel thérapeutique, il permet à un salarié de reprendre son travail progressivement en travaillant donc à temps réduit pour des raisons de santé. C'est donc un dispositif qui est souple, qui va faciliter le retour à l'emploi tout en tenant compte de l'état de santé du salarié. Un point important, le temps partiel, il peut être prescrit d'emblée. Il n'est plus nécessaire qu'il fasse suite à un arrêt de travail à temps complet comme ça pouvait être le cas auparavant. Et lorsqu'un de vos salariés reprend en temps partiel thérapeutique, il y a quand même certaines démarches qui sont indispensables pour lui permettre de continuer de percevoir les indemnités journalières donc de l'assurance maladie. Donc, à savoir, vous devez déclarer chaque mois, pendant toute la période de l'arrêt, enfin, du temps partiel, et à terme échu, les salaires perçus, ainsi que la perte de salaire via une attestation de salaire, depuis votre compte entreprise. En tant qu'employeur, vous devez également organiser une visite de reprise avec le médecin du travail. Et là, je vais faire donc un focus sur le rôle du médecin du travail, qui a vraiment un rôle central dans la mise en place du temps partiel thérapeutique, puisqu'il va d'abord valider la reprise, bien entendu, en évaluant la capacité du salarié à reprendre son emploi dans le cadre d'un temps partiel. Il examine aussi les possibilités d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail en fonction de sa situation. Donc, le temps partiel thérapeutique, il s'inscrit vraiment dans une logique de concertation entre le salarié, le médecin du travail et aussi vous, employeur.
Avant la mise en place d'un temps partiel thérapeutique, il peut être très pertinent de passer par un essai encadré. Maud l'a brièvement évoqué, car l'essai encadré, comme on l'a vu précédemment, il permet d'évaluer le rythme de travail du salarié, sa tolérance à l'activité, ainsi que les aménagements qui pourraient être nécessaires. Ce n'est pas une reprise, c'est vraiment une phase d'évaluation qui va sécuriser la reprise en temps partiel à venir. C'est un dispositif qui est gagnant-gagnant, puisque le salarié peut tester sa capacité à reprendre une activité et l'entreprise, elle peut conserver la personne qui aurait éventuellement été recrutée pour le remplacement pendant cette phase d'essai. Donc, dans cette optique, l'essai encadré et le temps partiel thérapeutique, ce sont vraiment deux outils précieux pour accompagner une reprise progressive, hein, sécurisée et durable, au bénéfice du salarié, mais aussi à votre bénéfice à vous. Et comme Maud l'a évoqué tout à l'heure, je vais lui laisser la parole de nouveau pour présenter la convention de rééducation en entreprise. Alors oui, merci, hein, Julie. Donc c'est un outil, oui, la CRPE, Convention de rééducation professionnelle en entreprise. C'est un outil qui s'adresse donc aux salariés qui ne pourront pas ou risquent de ne plus pouvoir reprendre leur emploi après l'arrêt de travail. Alors, elle va permettre de se réadapter à son ancien poste de façon sécurisée, donc moyennant aménagement, ou de se former à un nouveau métier compatible avec l'état de santé. Alors, elle peut prendre la forme d'un tutorat par un collègue, un collaborateur au sein de l'entreprise ou d'une formation dispensée par un organisme extérieur. Alors, elle se prépare pendant l'arrêt de travail, hein, mais démarre au moment de la réintégration du salarié dans l'entreprise, donc au lendemain de l'arrêt de travail. Alors, la condition préalable est donc l'organisation d'une visite de pré-reprise que vous avez évoquée, Julie, tout à l'heure, donc avec le médecin du travail pour qu'il donne ses préconisations médicales. Dans l'idéal, un essai encadré, là encore, est mis en œuvre pour bien définir les besoins d'aménagement matériel ou organisationnel ou pour identifier les formations nécessaires à l'exercice de l'emploi visé, ainsi que les modalités de financement de cette formation. Alors concrètement, la convention, elle est signée par le salarié, l'employeur et la CPAM. Elle est renouvelable une fois si les objectifs ne sont pas atteints et peut durer jusqu'à 18 mois. On est vraiment sur un maximum, hein. 18 mois, on est vraiment sur un besoin très important. On est généralement sur une moyenne de 6 à 8 mois. Mais en tout cas, sachez que ça peut aller jusqu'à 18 mois. Alors concrètement, la caisse primaire prend en charge une partie du salaire qui est versée par l'employeur à son salarié. On est de l'ordre de 50% environ lorsque le versement se fait au titre de la maladie. On va aller jusqu'à 60% lorsqu'il y a un lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Alors, contrairement au temps partiel thérapeutique, le temps de travail pendant un CRP, une CRPE, pardon, correspond à celui qui est fixé dans le contrat de travail qui relie l'employeur à son salarié. On est donc sur un temps plein. L'ADRETS, donc la direction, l'inspection du travail, en fait, est informée de la signature de la CRPE. L'entreprise peut être accompagnée par le médecin du travail, encore une fois, ou tout autre professionnel du maintien en emploi qu'on a pu évoquer tout à l'heure encore, hein, dont la caisse primaire qui va rester en appui tout au long de la CRPE, puisque c'est nous qui sommes donc financeurs et nous venons même en entreprise au démarrage de la CRPE pour signer hein, la convention. Le service social de l'assurance maladie qui lui reçoit toutes les demandes en fait hein, de CRPE et donc il va accompagner le salarié autant que de besoin tout au long du parcours. Donc pour résumer, l'objectif de la CRPE, c'est bien de proposer un cadre sécurisant à une entreprise et à son salarié pendant la phase d'adaptation ou d'apprentissage et de permettre un maintien dans l'emploi et efficient tout en limitant les risques de rechute. Alors, je vais rendre la parole à Julie pour un petit quiz. Tout à fait, effectivement, pour rendre ce temps un peu plus interactif, on vous propose un quiz afin de tester vos connaissances. Donc, il va s'afficher à votre écran, le quiz, pardon. Pensez à bien faire défiler l'ascenseur qui est sur le côté droit de l'écran qui s'affiche, excusez-moi. Il y a deux questions hein, uniquement, mais bien répondre aux deux questions avant de valider les réponses. Donc les questions, on va les lire ensemble. La première, je souhaite échanger avec mon salarié pendant son arrêt de travail. Trois possibilités. Je le contacte directement par téléphone,
je demande une visite de pré-reprise à la médecine du travail ou je lui propose un rendez-vous de liaison. Deuxième question. Quelles sont les conditions requises pour réaliser une action de remobilisation pendant un arrêt de travail? Il y a quatre possibilités. Il y a des choix multiples, hein, enfin, plusieurs possibilités sur cette question. Être indemnisé par la CPAM, avoir un avis favorable de son médecin traitant, ainsi qu'avoir un avis favorable du médecin conseil de la CPAM, ou présenter un risque de désinsertion professionnelle. Donc, je vois que ça répond bien. C'est parfait. Alors, je pense que tout le monde a pu répondre aux questions. Donc, merci à toutes et tous pour votre participation. On va regarder les réponses ensemble. Donc, question 1, comment échanger avec son salarié pendant son arrêt de travail? La bonne réponse était de lui proposer un rendez-vous de liaison, puisque vous ne pouvez pas contacter le salarié directement pendant un arrêt de travail, en tout cas pour lui parler du travail ou de la reprise. En revanche, le rendez-vous de liaison, lui, c'est vraiment le cadre adapté et sécurisé pour maintenir le lien, comme Maud l'a évoqué tout à l'heure. Et quant à elle, la visite de pré-reprise, elle ne peut pas être sollicitée par l'employeur directement. Question numéro 2, donc quels sont les prérequis pour pouvoir bénéficier et rentrer dans un dispositif pendant l'arrêt de travail? Donc les quatre réponses, hein, proposées étaient les bonnes, puisque le salarié doit d'abord être indemnisé par la CPAM. Il doit également avoir un avis favorable de son médecin traitant, puisqu'il s'assure que l'action est compatible avec son état de santé. Un avis favorable également du médecin conseil de l'assurance maladie et, avant toute chose, présenter un risque de désinsertion professionnelle ou en tout cas d'inaptitude. Donc, pour poursuivre et vous donner une vision d'ensemble de tout ce qui a pu être présenté, Maud, elle va reprendre la main pour vous présenter quelques repères clés. Oui, voilà, c'est ça. Donc effectivement, merci Julie. L'idée, c'est de vous apporter un petit repère visuel, on va dire, par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Donc, on parle bien donc d'une période d'arrêt de travail. La personne, pendant toute cette période, peut être accompagnée par le service social de l'assurance maladie. Pensez au rendez-vous de liaison à partir de 30 jours et à la visite de pré-reprise que vous pouvez conseiller à votre salarié à partir de 30 jours aussi, mais qui est telle facultative, hein. Pendant cette période-là, eh bien, on peut mobiliser des dispositifs pendant l'arrêt de travail que l'on retrouve cités, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Au moment de la reprise, donc la fin de l'arrêt de travail, il faut organiser une visite de reprise, donc elle est bien obligatoire, cette visite, donc enfin, dans les 8 jours à partir de la reprise. Et là, deux dispositifs peuvent se mettre en œuvre, le temps partiel thérapeutique et la convention de rééducation professionnelle en entreprise. Voilà, on est sur deux temps, mais on est évidemment sur une continuité de parcours et les partenaires du maintien et dans l'emploi sont là pour relayer justement euh, ce qui peut se faire en fait pendant cette période-là. Je vais reprendre la main. Donc, pour retrouver l'ensemble des informations qu'on a pu présenter aujourd'hui, vous pouvez aussi vous rendre sur le site amélie.fr dans l'onglet Entreprise et vous y retrouverez notamment une fiche récapitulative sous forme de brochure qui présente les différents dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle. Pour toute situation individuelle concernant donc la PDP, vous allez pouvoir également solliciter le service compétent du département de rattachement du salarié. Les coordonnées des différentes CPN bretonnes sont indiquées sur cette slide. Et pour toute redemande, le 36 79, il reste bien votre contact privilégié. À noter aussi, pour rester informé, on vous invite vivement à vous abonner à notre newsletter 3 minutes entreprise. Elle est réalisée entre la CPM et la CARSAT, qui relaie chaque mois des informations utiles pour vous, employeurs, hein, puisqu'elle vous est destinée, donc notamment sur la réglementation et la prévention. Alors, pour conclure, il n'existe pas de solution unique, mais vraiment des réponses adaptées à chaque situation. Que ce soit pour un maintien au même poste, chez le même employeur, ou pour préserver l'employabilité, excusez-moi, du salarié. L'essentiel, on le répète, mais c'est d'agir tôt et de ne pas rester seul. Si un salarié en arrêt de travail présente un risque de désinsertion professionnelle, on vous invite à l'encourager à se renseigner et à contacter notamment le 36 46 en disant service social, qui est la plateforme téléphonique de l'assurance maladie. Hop, on arrive à la fin de ce webinaire.
Avant de nous quitter, nous vous inviterons à répondre au questionnaire de satisfaction qui s'affichera à la fermeture du webinaire ou quand vous allez en tout cas quitter ce webinaire. Alors, ça va vraiment vous prendre que quelques minutes et sachez que vos retours, ils sont importants pour nous car ils permettent d'améliorer continuellement nos futures interventions. Donc, merci en tout cas pour votre participation d'aujourd'hui, pour la qualité de nos échanges. On espère que ce temps il vous a été utile et agréable. On vous souhaite une très belle journée et on espère vous retrouver prochainement. À bientôt. À bientôt, merci.